Voici le cœur d'un réacteur nucléaire pendant qu'on renouvelle son combustible. Les assemblages, ainsi déchargés, ont consommé progressivement l'énorme réserve d'énergie qu'ils contenaient au départ, sous forme d'uranium. Non pas de l'uranium naturel, mais, comme dans presque toutes les centrales nucléaires construites dans le monde, de l'uranium enrichi, aboutissement d'une longue préparation. Tout part de la mine, sous terre ou à ciel ouvert. Un minerai relativement pauvre, de 1 à 3 kg d'uranium par tonne, qu'il faut donc concentrer et purifier. On le trie, on le broie, on le soumet à toute une série de traitements chimiques où l'uranium change plusieurs fois de forme et de couleur. Le voici yellow cake ou concentré d'uranium, puis uranate d'ammoniac, maintenant trioxyde, ici tétrafluorure, enfin hexafluorure d'uranium, un gaz que l'on cristallise pour le transporter dans ses conteneurs, prêt à subir une transformation bien plus profonde et d'une toute autre nature, celle de l'enrichissement. Derrière cette tour de refroidissement, une immense usine capable d'alimenter une centaine de centrales nucléaires, plus du quart de la capacité mondiale d'enrichissement. Des bâtiments gigantesques, tellement longs et larges qu'ils en paraissent bas. Et pourtant, leur hauteur est celle d'une tour de 15 étages, 40 mètres. Dans ces conteneurs, l'hexafluorure d'uranium, de l'uranium naturel, bientôt introduit dans cette usine gigantesque pour y subir une sorte de tri à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle des atomes. Dans l'uranium naturel sont mélangés deux isotopes, l'uranium 235 et l'uranium 238. L'uranium 235, celui qui subit la fission, est beaucoup moins abondant. Il n'y en a que 0,7%. C'est-à-dire que dans une tonne d'uranium naturel, dans 1000 kg de cet uranium à 0,7%, il n'y a que 7 kg d'uranium 235. Or, les centrales à eau légère exigent un uranium 4 à 5 fois plus riche, en contenant jusqu'à 3,2%, ce qui correspond à 32 kg d'uranium 235 par tonne, soit 25 de plus. Un enrichissement qui ne peut être obtenu qu'aux dépens d'autres tonnes d'uranium. Ainsi, pour enrichir une tonne d'uranium et lui ajouter 25 kg d'uranium 235, il faut en appauvrir d'autres, et les appauvrir le plus possible. Si, par exemple, de chaque tonne, on se contentait de retirer un seul kilo d'uranium 235, on aurait besoin de 25 tonnes d'uranium. Ce serait beaucoup trop, car l'uranium coûte cher. En pratique, de chaque tonne, on extrait environ 5 kg d'uranium 235. Il suffit alors d'appauvrir seulement 5 tonnes d'uranium dans le cadre d'un échange qui va modifier leur teneur en 235, au départ de 7 kg par tonne. D'un côté, on obtient une tonne contenant 32 kg d'uranium 235, c'est l'uranium à 3,2%. Et de l'autre côté, 5 tonnes qui n'en contiennent plus que 2 kg, c'est l'uranium à 0,2%. L'enrichi d'un côté, l'appauvri de l'autre. Tout le but de l'usine d'enrichissement est de réaliser un tel échange en partant de l'uranium naturel.
Un échange qui se fait en réalité très progressivement grâce à une série d'appareils, de modules, qui enrichissent et appauvrissent tout à la fois. L'uranium qu'on y envoie se sépare en deux parties égales. Il sort d'un côté un peu plus riche, avec 2 millièmes d'uranium-235 en plus, et de l'autre un peu moins riche, avec 2 millièmes d'uranium-235 en moins. Des variations très faibles, si bien qu'il faut répéter l'opération des centaines de fois dans des modules analogues qui travaillent en série. L'uranium qui sort enrichi de chacun d'eux est envoyé à l'entrée du module suivant, tandis que l'uranium qui sort au contraire appauvri est envoyé à l'entrée du module précédent. Chaque module est ainsi alimenté à la fois par l'uranium qui a été enrichi dans le module précédent et par l'uranium qui a été appauvri dans le module suivant. Ils ont la même teneur en uranium-235. Tous les modules ainsi reliés entre eux forment ce qu'on appelle une cascade. Un échange continu, progressif, permet d'obtenir dans une direction une augmentation de la teneur en uranium-235, compensée par un mouvement inverse d'uranium-238. On enrichit dans un sens, on appauvrit dans l'autre. Dans l'usine, on ne compte pas moins de 1400 modules, 1400 étages. Et bien que chacun d'eux enrichisse et appauvrisse tout à la fois, on peut dire que 800 d'entre eux travaillent plutôt à enrichir l'uranium et 600 à l'appauvrir. Car l'alimentation en uranium naturel se fait pratiquement au milieu de la cascade. Partant de cet uranium à 0,71%, on trouve d'un côté les 800 étages nécessaires pour atteindre l'enrichissement voulu, 3,25%. Mais cet uranium n'a pu être enrichi que grâce à l'uranium-235, extrait de l'autre côté de la cascade. Et s'il faut 600 étages côté appauvrissement, c'est pour épuiser au mieux l'uranium et ne rejeter finalement que de l'uranium appauvri à environ 0,20%. N'oublions pas que plus on appauvrit, moins il faut d'uranium naturel à l'entrée. Et s'il suffit d'introduire seulement 6 tonnes d'uranium naturel pour produire 1 tonne d'uranium enrichi, c'est parce qu'on rejette de l'uranium qui a été appauvri jusqu'à 0,20%. Il en sort 5 tonnes dans le même temps. Tel est le principe de la cascade. Mais ces modules, comment sont-ils faits? Dans la réalité, ce sont d'immenses composants d'une vingtaine de mètres de hauteur, reliés par des tuyauteries qui vont les unes dans le sens de l'enrichissement, les autres dans le sens de l'appauvrissement. Le tri entre les deux isotopes se fait dans la partie haute, qu'on appelle le diffuseur, dans ces tubes où l'uranium circule à l'état de gaz. Le procédé mis en œuvre s'appelle d'ailleurs la diffusion gazeuse. C'est pourquoi on utilise l'hexafluorure d'uranium, UF6, qui a l'avantage d'être gazeux à température peu élevée, au-dessus de 55 degrés. Dans chaque molécule de ce gaz, l'atome d'uranium est entouré de 6 atomes de fluor, qui ont tous la même masse, 19. Alors qu'il y a 2 masses possibles pour les atomes d'uranium, soit 238, soit 235. La masse de ces molécules est donc au total 352 ou 349. 3 de moins sur environ 350, c'est bien peu pour différencier les deux isotopes. Mais voyons comment on s'y prend. On sait que dans un gaz, toutes les molécules qui s'entrechoquent sans cesse ont la même énergie cinétique, ce qui signifie que les molécules plus lourdes, celles qui contiennent l'uranium-238, vont moins vite que les molécules plus légères, celles qui contiennent l'uranium-235. Ces dernières, plus rapides, frappent donc plus souvent les parois qui enferment le gaz. Et si des petits trous, des petits pores y sont ménagés, ces molécules plus légères auront plus d'occasion de traverser que les autres. D'où un léger enrichissement du gaz au passage de la paroi.
Les parois poreuses, qu'on appelle barrières de diffusion, se présentent sous forme de longs tubes qui doivent comporter des milliards de petits trous sur chaque centimètre carré. C'est d'ailleurs dans la fabrication de ces barrières poreuses que réside tout le secret de cette technique. Ces tubes, ces barrières, on en compte dans chaque diffuseur plusieurs milliers, disposés sur environ 7 mètres de hauteur, entre deux plaques circulaires. L'entrée du gaz qui parcourt les tubes se fait au même niveau que la sortie. Le gaz monte en effet dans une partie des tubes et débouche en partie haute dans un espace annulaire qui le canalise vers les tubes réservés à la descente. Des tubes un peu moins nombreux qu'à la montée, car le débit du gaz diminue progressivement tout le long du parcours. Et on ne retrouve à la sortie que la moitié du débit d'entrée. C'est la fraction appauvrie du gaz. L'autre moitié a diffusé à travers les barrières en s'enrichissant. Ce gaz enrichi apparaît dans l'espace central, maintenu en dépression. Il est aspiré vers le bas par un compresseur qui le relance vers le diffuseur suivant en relevant sa pression un peu au-dessus de la pression atmosphérique, ce qui l'échauffe de plusieurs dizaines de degrés. Chaque étage comprend 3 parties distinctes. En haut, le diffuseur, avec la tuyauterie d'entrée de l'hexafluorure d'uranium, la tuyauterie de sortie du gaz appauvri, tandis que le gaz enrichi descend à l'intérieur de l'étage. En bas se trouve le compresseur, avec la sortie du gaz vers l'étage suivant. Entre ces deux composants, un échangeur de chaleur compense l'échauffement subi par le gaz à chaque compression. Le gaz est refroidi au contact d'un simple faisceau de tube parcouru par l'eau d'un circuit spécial de refroidissement. Mais oublions ce circuit annexe pour revenir à la circulation du gaz dans les étages de la cascade. À chaque diffuseur, on associe en fait le compresseur placé sous le diffuseur précédent, car c'est lui qui l'alimente en hexafluorure d'uranium, l'étage étant complété par l'échangeur de chaleur. Voici donc un étage au complet. Son diffuseur est alimenté à la fois par le gaz qui sort enrichi du diffuseur précédent et par le gaz qui sort appauvri du diffuseur suivant. Une tuyauterie lui impose un détour pour le relancer dans le même compresseur. Ainsi sont reliés entre eux les différents étages d'enrichissement qui forment la cascade, des composants dont la taille est impressionnante. Cette pièce n'est que la partie supérieure d'un étage, le diffuseur. Voici la base qui abrite le compresseur. Et la partie intermédiaire, l'échangeur de chaleur, dans lequel on introduit les tubes de refroidissement. Dans l'usine, les étages sont disposés dans de grands halls juxtaposés, chacun d'eux accueillant un groupe de 20 étages. L'hexafluorure d'uranium qui arrive du groupe précédent est relancé par un premier compresseur, seul, non surmonté d'un diffuseur. Le gaz s'enrichit de plus en plus en parcourant les 2 rangées d'étages, jusqu'au dernier diffuseur qui par contre est sans compresseur. Le gaz qui en sort va rejoindre le compresseur d'entrée du groupe suivant. Quant au retour du gaz appauvri, il s'effectue dans la direction opposée, les tuyauteries de liaison se faisant cette fois entre les 2 rangées d'étages et non à l'extérieur. Mais regardons de plus près la circulation du gaz. On distingue les 2 flux en direction opposée. L'un dans le sens de l'enrichissement, l'autre dans le sens de l'appauvrissement. Des flux qui progressent ainsi de groupe en groupe. Notons qu'on peut isoler un groupe pour entretien sans arrêter le reste de l'usine, ce qui permet une grande souplesse d'exploitation. De tels groupes de 20 étages, il n'en faut pas moins de 70 pour obtenir les 1400 étages de la cascade.
Ces groupes sont répartis de part et d'autre d'une travée centrale dans chacun des bâtiments de l'usine. Des bâtiments conçus à l'échelle des immenses composants qu'ils accueillent. Ce diffuseur, une fois mis en place à côté de ses semblables dans un groupe de 20, sera parcouru par l'hexafluorure d'uranium à des températures de l'ordre de 100 degrés, le gaz étant presque partout à une pression inférieure à la pression atmosphérique. En fait, tous les étages n'ont pas la même taille. La théorie complexe de l'enrichissement montre en effet que tout au long de la cascade, depuis l'entrée de l'uranium naturel jusqu'aux deux extrémités, le débit de l'hexafluorure, au lieu d'être le même dans tous les étages, doit être beaucoup plus important dans les étages situés près de l'entrée et diminuer progressivement vers les extrémités selon cette courbe idéale caractéristique des usines d'enrichissement. En théorie, il faudrait que les 1400 étages soient tous différents. En pratique, pour faciliter leur construction en série, on s'est limité à seulement 3 tailles d'étages. Des étages qui diffèrent par leur hauteur, par leur poids ou encore par la puissance de leur compresseur. Dans chaque taille, ils sont regroupés par groupe de 20. Compte tenu de ces 3 tailles d'étages, on a cherché à se rapprocher de la courbe théorique en choisissant au mieux le nombre de groupes de chaque taille. Ainsi sont répartis les 70 groupes de l'usine, dont 40 côté enrichissement et 30 côté appauvrissement. Tous ces groupes sont disposés dans les 4 bâtiments de l'usine. Le plus grand accueille les groupes de grande taille, du côté appauvrissement. Et le suivant, les groupes de grande taille, du côté enrichissement. Puis on a rassemblé dans le même bâtiment tous les groupes de taille moyenne, côté enrichissement et côté appauvrissement. Enfin, dans le plus petit bâtiment, sont réunis tous les groupes de petite taille placés aux 2 extrémités de la cascade. Ainsi sont juxtaposés dans l'usine tous ces étages qui, partant de l'uranium naturel, conduisent d'un côté à l'uranium enrichi à plus de 3% et de l'autre à l'uranium appauvri à environ 0,2%. Au total, les 70 groupes, les 1400 étages de la cascade. Tandis que dans ces 4 bâtiments, l'hexafluorure d'uranium diffuse et rediffuse sans cesse à travers des milliers de kilomètres de barrières, il faut évacuer la chaleur transmise au gaz par les compresseurs. C'est le rôle des tours de réfrigération, où l'eau qui s'est échauffée dans les échangeurs de chaleur vient perdre ses calories, avant de repartir dans l'usine en circuit fermé. Il faut par ailleurs de l'électricité, beaucoup d'électricité, car les 1400 compresseurs, vu leur puissance et leur nombre, absorbent en permanence l'énergie fournie par 3 des 4 réacteurs de la centrale nucléaire toute proche. Trois réacteurs pour faire tourner une usine qui elle-même permet d'en alimenter près d'une centaine en uranium enrichi. Dans ces conteneurs arrivent chaque année à l'entrée de l'usine plus de 25 000 tonnes d'hexafluorure d'uranium. À la sortie, dans ces conteneurs plus petits, le même hexafluorure, le même produit chimique, mais une richesse énergétique bien plus grande et un prix multiplié par 10. Bientôt, cet uranium enrichi pourra servir de combustible dans un réacteur. Après d'ultimes transformations, plus classiques, plus extérieures.
Et le voici finalement sous forme de petites pastilles d'oxyde d'uranium, bientôt enfermées dans les crayons des assemblages combustibles. Chaque année, grâce à l'usine d'enrichissement, seront ainsi fabriqués près de 5000 assemblages comme celui-ci, l'équivalent de 150 millions de tonnes de pétrole.